En préparant mon voyage, j'ai tenté de combiner au mieux les visites purement touristiques et celles de lieux historiques. J'avoue qu'avec toutes les vidéos d'histoire déjà publiées sur la chaîne, j'avais très envie de découvrir certains lieux devenus pour moi emblématiques et de marcher sur les traces de ces personnages qui ont marqué leur époque. Ce qui est bien, c'est que par endroits, histoire et tourisme se rejoignent facilement, en bord de mer par exemple. En plus, ce sera l'occasion d'évoquer certains faits moins connus que ceux dont j'ai déjà parlé. Des secrets d'histoire donc, en quelque sorte. Je crois que je ne me lasserai jamais des carillons dans les gares japonaises. En plus, celui-ci, on l'entend pas souvent, et pour cause, c'est celui de la gare d'Uozu, sur la ligne qui va à Toyama. Je continue en effet mon périple sur la côte de la mer du Japon, en direction du sud. Et aujourd'hui, je reprends une voiture de location, que je vais garder pendant quelques jours, histoire d'accéder plus facilement à certains lieux qui, autrement, m'auraient pris beaucoup plus de temps. Je suis cette fois dans la région de Toyama, donc, capitale de la préfecture du même nom, et je vais faire une petite tournée de lieux historiques, liés notamment à la période Heian, et à la guerre de Genpei en particulier. Évidemment, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, je vous renvoie vers la série de vidéos sorties l'été dernier. Sauf que, dans ces vidéos, je n'ai pas tout raconté. Certains événements, plus anecdotiques que d'autres, ont été passés sous silence. Et les visites d'aujourd'hui vont du coup être l'occasion d'en évoquer quelques-uns. Pour moi, c'est d'autant plus agréable que cela m'amène d'une part en bord de mer, avec un temps magnifique, avouons-le, et d'autre part dans un de ces villages de la campagne japonaise que j'affectionne particulièrement. J'adore me promener dans ces rues en admirant les maisons, les jardins, les rizières. Par contre, ce que je vais visiter ici n'a rien à voir avec la période Heian. On va y revenir juste après, mais avant, on va faire un bond jusqu'au XVIe siècle, pour voir une résidence de samouraï. Pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'une résidence ayant appartenu au clan Takeda, et plus particulièrement aux frères du célèbre Takeda Shingen.
Allez, retour sur les rives de la baie de Toyama, à Amaharashi plus précisément. Un lieu réputé pour ses plages et une vue sur les montagnes de l'autre côté de la baie. Enfin, quand le temps est suffisamment dégagé, et c'est pas vraiment le cas aujourd'hui, malgré ce grand soleil. Au loin, les nuages empêchent de voir les monts Tate. Dommage. Mais l'endroit est aussi célèbre pour deux rochers. Onaiwa, autrement dit le rocher de la femme, que l'on aperçoit émergeant de la mer un peu plus loin, et juste sur la plage, celui que l'on a surnommé le rocher de Yoshitsune, du nom de ce légendaire samouraï qui s'est particulièrement illustré durant la guerre de Genpei. On raconte en effet qu'après la fin de la guerre, c'est ici, sous ce rocher qui fait penser à un dolmen, que Yoshitsune et les siens se seraient cachés pendant quelque temps durant leur fuite vers Hiraizumi. En effet, par crainte de voir Yoshitsune prendre un jour sa place, son frère, le shogun Minamoto no Yoritomo, avait ordonné son exécution et tout le pays était à sa recherche. La petite troupe de Yoshitsune devra donc recourir à de multiples ruses et aller de cachette en cachette pour remonter jusqu'au territoire de ses seuls alliés, les Fujiwara d'Hiraizumi. Cette cavale à travers tout le pays, qui durera près de 2 ans, on aura l'occasion d'en reparler à nouveau tout à l'heure. En attendant, direction l'intérieur des terres cette fois, pour voir un autre lieu chargé d'histoire, toujours en lien avec la guerre de Genpei. Cet imposant monument, qui semble presque surgir de nulle part au beau milieu de la forêt, commémore une importante bataille, celle qui vit s'affronter les troupes du clan Heike à celle de Kiso Yoshinaka, et à laquelle cet endroit a donné son nom, la passe de Kurikara. C'est un événement que j'ai évoqué dans les vidéos sur la période Heian, aussi je résumerai brièvement. Kiso Yoshinaka, conscient de la supériorité écrasante des troupes adverses, eut l'idée d'envoyer sur elle, à cet endroit et en pleine nuit, un troupeau de bœufs aux cornes enflammées. La panique aidant, des milliers de guerriers périrent en tombant dans les ravins alentours. Il est assez difficile de s'en rendre compte aujourd'hui, le terrain ayant bien sûr été maintes fois remodelé, mais on peut encore deviner que sous la cime des arbres, le dénivelé doit être particulièrement abrupt. Il n'y a pas que la stèle qui commémore ce qui s'est passé ici voici plus de 800 ans. Un peu plus loin, on trouve une image bien plus explicite de cet événement historique.
Au cours de la bataille de Kurikara, il n'y a pas que les cornes des bœufs qui furent enflammées. On ignore si c'est une conséquence de cette stratégie, mais le temple Kurikara Huroji, situé à proximité, fut détruit par un incendie au même moment. Il fut reconstruit plus tard, sur ordre de nul autre que Minamoto no Yoritomo, alors devenu shogun. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des principaux temples affiliés à la secte bouddhiste Shingon de Koyasan. J'ai repris ma route, toujours vers le sud, pour retourner vers la mer du Japon et un ultime lieu riche en histoire, près de la petite ville de Komatsu. Vous vous souvenez que j'avais dit qu'on allait reparler de la fuite de Yoshitsune? Quelque temps avant de se réfugier sous le rocher que l'on a vu précédemment, lui et les siens ont dû franchir la barrière d'Ataka. Au XIIe siècle déjà, il existait des sortes de péages à travers tout le pays, pour passer d'une province ou d'une région à l'autre. Et certaines de ces barrières étaient des passages obligés. Déguisé en moine voyageur, Yoshitsune, son fidèle compagnon le moine Benkei et leur petite troupe ont dû passer par là. En fait de barrière, il s'agissait d'un temple dont le grand prêtre, Togashi Saemon, n'était pas dupe. Malgré leur déguisement, il reconnut Yoshitsune et les autres et décida de les mettre à l'épreuve. Pour mieux brouiller les pistes, Benkei avait endossé le rôle du chef de la petite troupe. Pour prouver qu'ils étaient bien des moines, il improvisa alors devant Togashi la lecture d'un kanjinsho, sorte de liste de dons faits à des temples. Liste qui bien sûr n'existait pas. Benkei a tout inventé sur le moment. Mais ça ne suffit pas à convaincre Togashi. Et c'est alors que Yoshitsune, déguisé en simple moine, fit mine de manquer de respect à son supérieur, obligeant alors Benkei à le corriger. Le moine dut ainsi donner des coups de bâton à son maître, puisque Benkei était en réalité le vassal de Yoshitsune, un acte qui était impensable alors, et Benkei en fut littéralement mortifié. Mais Togashi, voyant jusqu'où Benkei était prêt à aller par fidélité envers son seigneur, jugea qu'une telle loyauté devait être récompensée, et il les laissa passer. Telle est l'histoire de la barrière d'Ataka, où sont aujourd'hui représentés les statues de ces trois personnages. Une nouvelle journée s'achève sur les côtes de la mer du Japon, et après tous ces lieux chargés d'histoire, rien de tel qu'un beau coucher de soleil sur la plage de Kagamaiko. Mais le voyage est encore long, alors si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite.